En 72 heures, un pays sous embargo total annonce une révolution agricole centrée sur une racine longtemps ignorée, alors que la plupart des États sanctionnés voient leurs champs se vider et leurs silos se creuser. Le Burkina Faso affiche une confiance déroutante, comme si la pénurie ouvrait soudain une brèche stratégique. Pour beaucoup d'observateurs, la question devient frontale. Que révèle vraiment ce pari agricole sur Ibrahim Traoré et sur la manière dont il veut redéfinir le rapport de force régional? Et si derrière ces convois et ces champs de manioc se dessinait une histoire moins visible mais décisive pour comprendre la suite? Cette vidéo va suivre pas à pas la trajectoire de ce pari agricole, sans slogan ni effet de manche, en s'appuyant uniquement sur ce que les faits permettent vraiment d'affirmer. Nous allons voir comment une culture locale, le manioc, est devenue l'axe central d'un plan de souveraineté alimentaire présenté comme la réponse directe à l'embargo. L'enjeu n'est pas seulement de nourrir la population dans l'urgence, mais de savoir si ce basculement peut tenir sur plusieurs années sans briser l'équilibre social ni épuiser les terres. En filigrane, une question domine. Ce modèle peut-il transformer un État marginalisé en acteur régional crédible, ou n'est-ce qu'une parenthèse portée par un contexte exceptionnel? Au fil des 14 parties, chaque séquence reconnectera les images de terrain, les chiffres clés et les choix politiques, pour que chacun puisse juger, en connaissance de cause, si ce que l'on entend dans les dernières Ibrahim Traoré interviews ressemble à une promesse tenable ou à un récit en surchauffe. Le premier signal concret est apparu plus vite que prévu. En 72 heures, ce qui ressemblait à une annonce de crise s'est transformé en lancement opérationnel d'une filière manioc à l'échelle nationale. Dans ce laps de temps minuscule, un geste perçu comme symbolique est devenu la première preuve que la stratégie pouvait s'ancrer dans la réalité et non rester au stade de discours porté par Ibrahim Traoré. Derrière cette accélération, un détail technique resté discret dans les premiers jours a joué le rôle de déclencheur: l'analyse systématique des sols par des équipes mixtes réunissant chercheurs civils et unités militaires réaffectées. En cartographiant finement les zones arides, elles ont montré que le manioc pouvait s'étendre bien au-delà des provinces pilotes, avec une résistance élevée à la sécheresse et une faible dépendance aux intrants importés. Du jour au lendemain, des terres considérées comme marginales ont basculé dans la colonne des actifs mobilisables, transformant un correctif agricole en véritable changement d'échelle. Dans le même temps, l'isolement imposé par l'embargo a produit un effet de contraste brutal. Là où d'autres pays sanctionnés se replient, réduisent leur volume et attendent un assouplissement extérieur, le Burkina Faso réoriente ses ressources, réaffecte ses équipements solaires, structure des coopératives capables de transformer et de transporter la production. Les premiers convois de matériel énergétique et d'outils d'irrigation partent vers les provinces pendant que des groupes locaux définissent déjà les standards de transformation de la racine. Ce mouvement simultané, technique, humain et organisationnel, donne au plan une cohérence inattendue. La crise ne sert plus uniquement à justifier des sacrifices, elle devient un levier pour recomposer une économie rurale longtemps dépendante des importations. C'est ce renversement, presque invisible à distance, qui pose la vraie question que suivra la suite de la vidéo. Jusqu'où ce modèle peut-il tenir avant de rencontrer ses propres limites? Le rôle des coopératives, longtemps perçu comme marginal, devient rapidement le fil conducteur permettant de comprendre comment une vision nationale se traduit en gestes concrets. Elles ne sont ni héroïsées ni instrumentalisées. Elles surgissent comme un acteur collectif capable d'absorber les chocs logistiques laissés par l'embargo et de transformer une directive centrale en routine locale. Dans la province de Houé, un premier groupe d'agriculteurs adopte les techniques modernisées autour du manioc. Accompagnés par des unités militaires réaffectées à la logistique, ils apprennent à utiliser des systèmes d'irrigation solaire simples mais robustes.
En quelques semaines, leurs parcelles, souvent sous-exploitées faute d'intrants importés, montrent une productivité stable malgré la sécheresse persistante. Ce micro-case circule rapidement dans les provinces voisines, non comme un miracle, num aux preuves reproductibles qu'une méthode structurée peut tenir sans soutien extérieur massif. Kadiogo fournit un second indicateur précoce. Un groupe majoritairement composé de jeunes revenus des marchés urbains saturés s'organise autour d'un atelier de transformation locale. La farine, issue de leur propre récolte, alimente des circuits d'exportation naissants, montrant qu'une chaîne de valeur peut se créer même dans un contexte où toute aide internationale se fait attendre. Leur réussite initiale ne repose ni sur des financements extérieurs, ni sur des infrastructures lourdes, mais sur la capacité à stabiliser un volume constant de manioc et à le transformer immédiatement. À travers ces deux cas, les limites théoriques du projet deviennent les premiers points d'appui. Les gestes techniques, la rigueur des coopératives et la continuité des récoltes esquissent une trajectoire plus large. Si l'embargo impose un manque, il crée aussi une discipline nouvelle. So what? Les coopératives prouvent que la vision peut tenir. Tout commence lorsque l'embargo tombe d'un bloc sans préavis ni transition. Les circuits se contractent, les importations cessent. Les stocks baissent plus vite que prévu, révélant une dépendance extérieure que beaucoup avaient sous-estimée. Dans les premières heures, les services techniques tentent de réorganiser les flux internes. Les marges logistiques sont trop étroites pour absorber le choc. Les signaux convergent. Le pays ne peut plus compter sur les anciennes routes commerciales. C'est dans cette atmosphère de tension maximale qu'Ibrahim Traoré réunit son état-major civil et agricole. Les diagnostics s'alignent. Les réserves déclinent, les chaînes extérieures sont bloquées, les aides tardent ou deviennent conditionnelles. Les réponses classiques, négocier, patienter, contourner, ne fonctionnent plus. Le temps presse, les jours se compressent, et chaque retard réduit davantage la capacité du pays à tenir. La décision doit être nette. Le déclencheur survient alors. L'ordre est donné de transformer la crise en pivot stratégique. Le manioc, culture locale résistante et peu dépendante des intrants importés, devient un axe opérationnel et non plus une option de secours. Le mot d'ordre circule sans détour. Accélérer, identifier les sols utilisables, réallouer les forces, sécuriser les zones rurales instables, mobiliser les coopératives encore actives. La transition commence avec la brutalité calme des décisions prises sous pression. Les premières directives partent vers les provinces. Dans les centres techniques locaux, les équipes redéfinissent les priorités. Abandon des intrants importés, réaffectation des outils solaires, optimisation maximale de chaque litre d'eau. Les agents de terrain inspectent les parcelles, évaluent l'humidité, structurent des cycles d'irrigation courts. Une mécanique nouvelle s'amorce. Puis arrive la montée en intensité. Les unités militaires converties opèrent comme des équipes agricoles rapides. Sondage des terres, analyse accélérée, cartographie des zones arides. Les chercheurs confirment ce que les premières indications laissaient entrevoir. Le manioc possède une résilience rare dans le Sahel. Les hectares potentiels s'élargissent. Les coopératives se fédèrent. Les jeunes reviennent vers les terres. La transition devient visible, presque trop rapide pour être absorbée, mais suffisamment structurée pour éviter la désorganisation. Ces premières récoltes pilotes sortent du sol sous la chaleur du Sahel. Les ateliers de transformation s'installent dans les provinces, souvent dans des bâtiments réaffectés ou improvisés. La farine circule dans les marchés locaux. L'éthanol apparaît dans les comptes prévisionnels. Les résultats initiaux dépassent les attentes. Malgré la pénurie
et le climat, les parcelles testées affichent une productivité stable. La scène s'élargit ensuite. Les convois reprennent. Les premières exportations franchissent la frontière du Bénin, créant un signal inédit. Un pays sous sanction peut générer des flux sortants sans dépendre de financements extérieurs. Les revenus réapparaissent dans les zones rurales. Les familles renouent avec une source alimentaire stable. Le centre et la périphérie se rééquilibrent. À ce stade, le projet change de statut. Ce n'est plus une réaction de survie, mais une reconfiguration économique assumée. Ibrahim Traoré suit de près les blocages logistiques, valide les accélérations, pousse pour que les coopératives structurent leur réseau afin d'éviter une dépendance excessive aux infrastructures militaires temporaires. Lorsque les premiers chiffres circulent discrètement, la trajectoire devient claire. La crise n'a pas créé une paralysie, mais un mouvement, une transition, une montée, une mécanique dont chaque pièce répond à une autre. C'est là que commence réellement l'histoire. Le pays ne se défend plus, il avance. La trajectoire devient lisible dès que les premiers chiffres consolidés apparaissent. Le pays passe d'un socle agricole limité à un basculement d'échelle qui redéfinit sa marge de manœuvre. Ce baseline delta, longtemps évoqué comme hypothèse, prend enfin la forme de mesures concrètes capables d'expliquer pourquoi la transition ne s'est pas effondrée dans les premiers mois de l'embargo. Le premier repère concerne la surface cultivée. Les données montrent un passage net d'environ 10 000 hectares de manioc à plus de 150 000 en un cycle accéléré. La multiplication par 15 s'explique par la résistance de cette culture à la sécheresse et par sa faible dépendance aux intrants importés. Ce bond n'a rien d'un effet d'annonce. Il résulte d'une réallocation méthodique des terres considérées comme marginales avant la crise. Les équipes techniques ont saisi une contrainte, l'absence d'importation, pour en faire un levier d'expansion autonome. Cette première donnée fournit une base solide. La production n'est pas née d'un volontarisme abstrait, Matusu Ketop dû à Teknisintai va Kilot Tochuk. Le second chiffre relève de l'exportation. En 6 mois, près de 300 millions de dollars de farine de manioc circulent à travers les circuits régionaux, principalement vers le Bénin et quelques zones limitrophes. Le volume surprend car cette filière était auparavant dispersée, peu structurée et rarement intégrée aux marchés extérieurs. Les ateliers provinciaux, mis en place à une vitesse inhabituelle, permettent de transformer la racine brute en produits à plus forte valeur ajoutée. Chaque lot exporté consolide l'idée que le manioc, longtemps considéré comme une culture de secours, devient un vecteur économique. Ce résultat n'est ni un pic isolé, ni un hasard. Il découle directement de la capacité des coopératives à fournir des volumes stables malgré un contexte climatique tendu. Le troisième point quantitatif touche à l'énergie. Environ 120 MWh d'énergie renouvelable ont été intégrés au réseau pour soutenir les unités de transformation et les infrastructures agricoles. Le volume peut sembler modeste à l'échelle internationale. Nhưng trong bối cảnh một quốc gia bị phong tỏa, con số ấy đem lại sự khác biệt thực sự. Les installations solaires permettent de stabiliser la production dans les périodes où les intrants énergétiques auraient été inaccessibles. Là où un déficit énergétique aurait pu briser la courbe de croissance, ce complément local maintient la chaîne opérationnelle sans dépendre de carburants importés. Ces trois deltas, surface, revenu, énergie, ne sont pas des fragments isolés, mais des pièces qui verrouillent un même mécanisme. L'expansion des hectares alimente la matière première. La montée des exportations consolide les coopératives. Le soutien énergétique garantit la continuité de la transformation. Chaque progression renforce la suivante, créant un effet d'emboîtement qui réduit progressivement les fragilités apparues dans les premiers jours de l'embargo.
En arrière-plan, des chiffres sociaux stabilisent ce mouvement. Plus de 80 000 agriculteurs ont rejoint les coopératives, dont 40% de femmes occupant des rôles centraux dans les ateliers. Les jeunes, longtemps concentrés dans les marchés urbains saturés, réinvestissent les terres ou les structures de transformation. Cette recomposition modifie la dynamique locale. La chaîne agricole cesse d'être fragmentée et devient un réseau où la production, la transformation et la distribution s'alignent sur un même tempo. Ce faisceau de données ne décrit pas un miracle. Il montre une mécanique cohérente, progressive, où chaque contrainte imposée par l'embargo devient un point d'appui pour renforcer l'autonomie interne. La crise n'efface pas les risques, nhưng nó tạo ra một cấu trúc có thể đứng vững trong biến động. Deux thèses critiques structurent aujourd'hui les interrogations autour du plan de souveraineté agricole. La première affirme qu'une concentration excessive sur une seule culture, le manioc, crée une vulnérabilité systémique. Selon cette lecture, si une crise climatique sévère ou un cycle de sécheresse prolongé frappait certaines provinces, la dépendance à une monoculture exposerait directement l'ensemble de l'économie rurale. Des analystes rappellent que plusieurs pays ayant tenté des stratégies similaires ont vu leur marge de manœuvre disparaître dès que les récoltes diminuaient, entraînant une contraction brutale des revenus locaux. L'argument insiste sur un risque structurel. Une filière unique peut fonctionner comme un amortisseur à court terme, mais elle fragilise le tissu agricole à long terme si aucune diversification n'est introduite. La seconde thèse porte sur l'implication initiale des forces militaires dans la mise en œuvre du plan. Certains observateurs occidentaux craignent qu'un rôle opérationnel trop important accordé aux unités réaffectées n'encourage une militarisation du secteur agricole. Ils estiment qu'un dispositif reposant sur la logistique militaire pourrait, à terme, réduire la capacité des structures civiles à gouverner le système. Dans cette perspective, si les coopératives n'arrivaient pas rapidement à s'autonomiser, le modèle risquerait d'être perçu comme une réponse d'urgence plutôt que comme une stratégie durable. L'inquiétude dépasse la seule question opérationnelle. Elle touche à la gouvernance, à la confiance locale et à la capacité de transmettre une gestion stable au-delà des premiers mois de crise. Face à ces deux thèses, les données issues du terrain permettent une réponse solide. Le manioc n'a jamais été présenté comme une substitution permanente à la diversité agricole. Nhưng như một truc dem chieng luk tromboy can bifangtoa. La culture a été choisie précisément parce qu'elle résiste à la sécheresse, ne dépend d'aucune semence importée et peut s'étendre dans les zones arides, offrant une marge tactique immédiate. Les coopératives, quant à elles, ne fonctionnent pas comme des annexes militaires. Elles prennent rapidement le relais, structurent leurs ateliers, contrôlent leur volume et stabilisent leurs circuits. Les milliers d'emplois créés, la montée des femmes dans les postes centraux et le retour massif des jeunes vers les terres montrent un ancrage civil déjà dominant. Les critiques posent de vraies questions. Nung du kien shotei, modretong dans tu kunko, tu fai te hua min tranruiro. Un seuil vient d'être franchi. Ce point précis de la chronologie ne ressemble pas à un sommet, ni à une ouverture brutale vers une trajectoire nouvelle. Jusqu'ici, le manioc servait surtout à stabiliser l'intérieur du pays et à contenir les effets immédiats de l'embargo. Le basculement apparaît lorsqu'un premier convoi franchit la frontière du Bénin, transformant une culture locale en vecteur régional mesurable. Ce geste, presque discret dans le flot des opérations, montre qu'un État sous sanction peut non seulement nourrir sa population, mais qu'en aura des flux sortants capables de redéfinir sa position dans le Sahel. À cet instant, la vision portée par Ibrahim Traoré cesse d'être un pari interne. Elle devient un signal extérieur, lisible, observable, potentiellement reproductible. Simultanément, les coopératives s'élargissent
et accueille des groupes qui n'avaient jamais participé aux circuits agricoles. Les ateliers de transformation commencent à alimenter des marchés extérieurs, donnant une cohérence inattendue aux efforts dispersés des premiers mois. La logique ne consiste plus seulement à résister aux pressions extérieures, mais à structurer une économie ancrée localement et capable de projeter de la valeur au-delà de ses frontières. Ngược lại, nhiều quan sát viên quốc tế kỳ vọng à une implosion. Ils découvrent désormais un pays qui réécrit ses marges d'action au lieu de s'enfermer dans la contrainte. Les effets tangibles du basculement apparaissent d'abord au niveau national, NN, où la transformation locale du manioc commence à stabiliser les revenus ruraux. Les familles qui dépendaient fortement des importations alimentaires retrouvent une continuité d'approvisionnement grâce aux coopératives qui structurent l'ensemble du cycle, de la culture à la distribution. Les infrastructures agricoles, renforcées par les systèmes solaires et la réallocation des terres arides, créent un rythme de production régulier même sous pression climatique. Cette dynamique réduit la vulnérabilité du pays face aux fluctuations extérieures, confirmant que l'embargo n'a pas seulement imposé une contrainte. Makan Meramo Biendo Handongmui. Du côté d'Ouaniep, DN, l'impact se matérialise par l'émergence d'ateliers de transformation capables de convertir la racine brute en farine, amidon ou éthanol. Ces unités, souvent issues de petits investissements communautaires, génèrent des marges nouvelles et renforcent des chaînes de valeur qui manquaient jusque-là au tissu industriel local. Les flux d'exportation créent des incitations économiques évidentes. Davantage de machines locales, davantage de formation technique, davantage de rotation dans les circuits d'approvisionnement. Un maillon intermédiaire longtemps absent, celui de la transformation régionale, prend forme et stabilise la filière. Sur le plan de Gueusson, NDD, la récomposition sociale est immédiate. Les jeunes, autrefois concentrés dans des centres urbains surchargés, reviennent vers la production et la transformation, motivés par une visibilité économique jusque-là inaccessible. Les femmes, représentant environ 40% des agricultrices intégrées dans les coopératives, occupent des positions centrales dans les ateliers et transforment leurs revenus en projets communautaires. Les villages, soutenus par le modèle du manioc transformé localement, voient leurs conditions de vie évoluer à mesure que les circuits alimentaires cessent de dépendre de stocks irréguliers. Cette montée en puissance silencieuse crée une base sociale solide pour absorber les tensions extérieures. À l'échelle Huvuk-Kavape, la portée du modèle devient encore plus explicite. Le Burkina Faso, longtemps marginalisé dans les échanges régionaux, devient progressivement un fournisseur clé de produits dérivés du manioc. Les exportations croissantes vers le Bénin, le Ghana et le Mali transforment la position du pays, faisant émerger une interdépendance nouvelle où les flux sont désormais tirés par une filière locale et non par les marchés importés. Les voisins observent et s'inspirent, certains lançant leur propre programme pilote en reprenant ouvertement la méthode accélérée impulsée par Ibrahim Traoré. Ce déplacement géoéconomique montre qu'un pays sous sanction peut influencer son environnement au lieu de s'y dissoudre. Sang, les puissances extérieures, qui anticipaient un effondrement rapide, constatent qu'une économie basée sur une culture locale peut résister et même se projeter. Les inquiétudes européennes autour d'un effet domino agricole révèlent que le modèle dépasse les frontières nationales. Le succès local devient un levier d'effort régional et la résilience interne se transforme en dynamique stratégique, confirmant que les fondations posées au début de la crise n'étaient pas temporaires, mais structurantes. Les 6 à 12 prochains mois ouvriront une zone où les trajectoires possibles commencent à diverger clairement. La dynamique enclenchée ne garantit ni une montée linéaire, ni un blocage brutal.
Elle crée un champ d'incertitude mesurable, structuré autour de trois scénarios cohérents avec les données déjà observées. Aucun ne repose sur des spéculations abstraites. Tous s'appuient sur les tensions, les marges et les leviers révélés par les premiers mois de réorganisation. Dans le scénario de base, la trajectoire actuelle se poursuit sans accélération spectaculaire. La production de manioc continue de croître à un rythme stable. Les coopératives renforcent leurs capacités techniques et les circuits d'exportation vers le Bénin ou le Ghana se maintiennent. Les revenus issus de la transformation locale alimentent progressivement les infrastructures rurales, mais sans basculement massif vers un modèle régional intégré. Le pays avance avec prudence, naviguant entre pression externe et consolidation interne. Ce scénario privilégie la continuité plutôt qu'une expansion soudaine. Le scénario optimiste envisage une montée en puissance plus rapide. L'exemple burkinabé inspire davantage de pays du Sahel permettant la mise en place d'accords régionaux renforcés autour des produits dérivés du manioc. Les exportations dépassent les projections initiales et la demande se stabilise sur un horizon de moyen terme. Une coopération accrue entre provinces et voisins transforme les ateliers locaux en noyaux industriels légers, capables d'entraîner une diversification progressive. Dans cette configuration, l'élan actuel devient une plateforme économique durable, avec un impact social élargi porté par les jeunes et les femmes des coopératives. Le scénario pessimiste, lui, repose sur deux fragilités identifiées dans les premiers mois. Des tensions géopolitiques plus fortes pourraient mener à des restrictions sanitaires ou administratives sur les produits transformés, freinant les exportations. Une sécheresse sévère, toujours plausible dans un contexte sahélien instable, réduirait mécaniquement la production, exposant la dépendance temporaire à une seule culture. Les coopératives devraient alors absorber des chocs simultanés, mettant la filière sous pression sans pour autant l'effondrer. Face à ces trois trajectoires, une Huyen Tudui s'impose. Ne pas confondre autonomie et isolement. Un modèle fondé sur une ressource locale ne tient que s'il s'appuie sur des liens régionaux solides, une diversification progressive et une gouvernance civile stable. La prochaine phase ne sera pas une conclusion. Mala, Jaiduan Banle, Noimoi Luachan, Deu Tao Hekwa Daituyen. Chaque spectateur, qu'il vive au cœur d'une capitale ou dans une zone rurale, peut reconnaître dans cette trajectoire un ensemble d'effets qui dépassent largement le cadre du Burkina Faso. Le récit n'expose pas seulement une stratégie agricole sous embargo, il met en lumière la manière dont une communauté peut réorganiser son économie autour de ressources locales lorsque les circuits dominants deviennent inaccessibles. Ce déplacement rappelle qu'un système ne se maintient pas par inertie, mais par des choix quotidiens capables de redéfinir un équilibre entier. Pour ceux qui observent la volatilité mondiale avec inquiétude, cette expérience dévoile une logique simple. La résilience n'est pas un concept théorique, mais là, quet quoi un loat, quit dignan, répété jusqu'à devenir structurel. Les coopératives burkinabées montrent comment une organisation décentralisée, fondée sur des compétences locales et des outils légers, peut absorber un choc externe sans perdre sa cohérence. Cette idée parle directement à toutes les communautés dépendantes de filières lointaines ou de marchés instables. Un second angle concerne les économies locales, cherchant à réduire leur exposition aux ruptures extérieures. Le fonctionnement des ateliers de transformation illustre une vérité souvent négligée. La valeur n'apparaît pas seulement dans la production brute, mais dans la capacité à structurer des chaînes courtes, maîtrisées, reproductibles. Les gestes ordinaires, sécher, moudre, empaqueter, deviennent des leviers macroéconomiques lorsqu'ils sont partagés par des groupes coordonnés. Enfin, une part du public y verra un miroir générationnel.
la dynamique où les jeunes quittent les centres urbains saturés pour rejoindre des ateliers ou des terres réhabilitées révèle un changement profond. Les opportunités ne sont plus exclusivement concentrées dans les grandes villes. La transformation économique redonne du sens à des pratiques longtemps dévalorisées et montre que la mobilité sociale ne dépend pas uniquement de l'accès aux circuits internationaux. La consolidation du modèle exige désormais une feuille de route claire, capable de transformer une dynamique née sous contrainte en architecture durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les étapes qui suivent s'organisent autour d'un principe simple. Chaque maillon doit être mesurable, transmissible et suffisamment robuste pour tenir sans soutien extérieur prolongé. La première étape consiste à stabiliser les infrastructures agricoles sur une période de 3 à 6 mois. Les coopératives renforcent leurs capacités techniques en généralisant l'irrigation solaire, le compostage local et les unités de séchage. Les autorités locales supervisent l'allocation des équipements, tandis que les ingénieurs assurent la maintenance régulière. Le critère de réussite repose sur la continuité de la production, même en période de sécheresse. La deuxième étape vise à structurer la transformation locale sur un horizon de 6 à 9 mois. Les ateliers doivent passer d'un fonctionnement réactif à un modèle planifié, avec des volumes définis et des standards probables. Les jeunes formés assurent la gestion quotidienne, tandis que les coopératives contrôlent la qualité. La mesure clé devient la part du manioc transformé localement par rapport au manioc brut exporté. La troisième étape introduit la diversification des cultures complémentaires sans abandonner le rôle stratégique du manioc. Le millet ou le sorgho peuvent servir de relais dans les zones où les cycles climatiques sont plus instables. Les centres techniques accompagnent cette transition afin d'éviter toute dépendance excessive à une seule filière. La quatrième étape porte sur la sécurisation des débouchés régionaux. Les autorités négocient des accords avec les pays voisins pour fluidifier les flux commerciaux. Les coopératives suivent les volumes exportés et ajustent la production en conséquence. La cinquième étape renforce la formation et la gouvernance locale. Les communes rurales deviennent des pôles de décision opérationnelle capables de fonctionner sans appui militaire. C'est à ce moment que la cohérence du système révèle sa solidité réelle. La souveraineté dépend enfin de ceux qui la pratiquent. Les coopératives, apparues presque timidement dans les premiers jours de l'embargo, reviennent ici comme le motif central d'un récit désormais complet. Elles incarnent la bascule entre réaction contrainte et autonomie assumée, rappelant que la transformation du Burkina Faso n'a pas jailli des grandes institutions. Nyung groupe d'hommes et de femmes qui ont réorganisé leur quotidien. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces cellules locales sont devenues bien plus que des structures agricoles. Elles sont devenues les lieux où une souveraineté nouvelle a pris forme, parcelle après parcelle, atelier après atelier. Dans les villages, les visages qui scrutaient autrefois l'horizon en attendant les convois d'aide travaillent aujourd'hui des terres qu'ils transforment d'eux-mêmes. Les ateliers, nés avec des moyens limités, diffusent une énergie collective qui dépasse largement le seul manioc. Ce tissu humain, longtemps fragmenté par la dépendance extérieure, se reconnecte par le geste quotidien, créant une cohérence que les premiers jours de crise laissaient à peine deviner. La trajectoire individuelle et la trajectoire nationale se rejoignent ainsi dans un même mouvement. Une phrase résume cette réalité discrète mais déterminante. La souveraineté naît toujours du terrain, et c'est précisément là que le récit trouve sa portée, dans la preuve qu'une communauté peut transformer une contrainte absolue en espace d'action. Ce récit n'appelle ni triomphalisme ni certitude, mais une attention lucide à ce que des communautés peuvent accomplir lorsqu'elles décident de s'appuyer sur leurs propres ressources.
Le Burkina Faso, souvent perçu depuis l'extérieur à travers le prisme des contraintes, montre qu'un modèle fondé sur des gestes simples, cultivés, transformés, partagés, peut réorganiser tout un espace social. Cette dynamique n'est pas un manifeste. Elle fonctionne comme un miroir discret pour ceux qui cherchent des manières concrètes de réduire leur dépendance aux circuits lointains. Les coopératives, les ateliers et les terres réhabilitées offrent une image qui dépasse largement la seule question agricole. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan politique, mais la quête quoi des pratiques quotidiennes portées par ceux qui les vivent réellement. Un tel mouvement invite chacun à regarder autour de soi, non pour imiter un modèle, mais pour identifier les leviers déjà présents dans son propre environnement. Si cette trajectoire vous interroge ou vous inspire, alors une question demeure, simple, directe, essentielle. Quelle ressource proche de vous pourrait devenir un point de départ?